bienvenue en ce dimanche pour On refait la semaine. Alors nous entendions il y a quelques instants le secrétaire d'État Gabriel Attal au micro de Frédéric Aziza. Nous restons dans la sphère politique puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Corinne Lepage, ancienne ministre, présidente de CAP 21, avocate aussi très engagée sur un certain nombre de dossiers relatifs à l'écologie et à la défense de l'environnement. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. C'est pas une première pour vous à Radio J, mais enfin ça faisait longtemps que vous étiez pas revenu. C'est vrai. Donc on est très heureux de vous accueillir. Je suis très heureuse d'être là, voilà, avec vous messieurs. Aux côtés de mes chroniqueurs. Alors il y a un petit nouveau que nous allons vous présenter, qui est Jean-Philippe Loustic, que beaucoup de nos auditeurs connaissent, qui est journaliste, spécialiste d'ailleurs de sport, et qui dirige aussi dans la chaîne i24, nos amis de i24, le bureau important de Paris, depuis lequel tant d'émissions sont réalisées. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue. Bonjour Alexis, merci à vous. Eh ben bienvenue à Radio J. Bienvenue à Radio J, welcome in the band. Et à vos côtés, donc il est déjà là depuis un certain temps, et nous tenons beaucoup à sa présence, notre ami Gil Mikhaeli, directeur général du magazine Causeur, ainsi d'ailleurs que du magazine Conflit, très axé sur la géopolitique. Alors on va commencer tout de suite, en un mot commençant, Corinne Lepage, puisque c'est l'actu. Cette semaine était dominée en France par le balagan autour de la réforme des retraites, avec les propositions du gouvernement pour les retraites à points. Comment vous avez trouvé celui qui porte cette retraite, à savoir Édouard Philippe, droit dans ses bottes, disant qu'il est pas fermé mais qu'il est ferme? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça d'après vous? Écoutez, surtout que bon, pour ceux qui ont oublié, vous étiez là en 1995. Très juste. Autour d'Alain Juppé. J'aurais dû le dire. Merci Gil Mikhaeli. Oui, j'étais ministre de l'Environnement en 95, donc j'ai vécu les grandes grèves de 95, avec des souvenirs assez précis d'ailleurs. Comment vous dire cela? Je comprends pas bien la stratégie du gouvernement. Il y a un syndicat sur lequel on peut s'appuyer, il s'appelle la CFDT. Laurent Berger est quelqu'un d'ouvert avec qui on peut discuter. Ils sont en train de désespérer la frange social-démocrate du syndicalisme français. Complet. Il a dit, j'ai une ligne rouge. C'est l'âge pivot. Me collez pas l'âge pivot. Il lui colle un âge pivot. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Bon, à mon avis, c'est ce qui fait basculer le mouvement. Parce que il n'y aurait pas eu l'histoire de l'âge de la retraite. Bon, beaucoup de Français sont inquiets effectivement sur l'avenir de leur retraite, ça c'est indéniable. Moi, je fais partie d'une profession où on va nous piquer... les avocats. Oui, les avocats, on va nous piquer ce que nos cotisations ont permis de mettre de côté, parce que c'est géré convenablement. Bon, je suis pas forcément d'accord avec, mais je suis pas là pour faire de corporatisme, donc je laisse ce sujet de côté, mais simplement je l'évoquais pour dire qu'il y a beaucoup de Français qui se posent beaucoup de questions. Mais bon, il y a aussi des avancées dans les propositions d'Édouard Philippe. Faut pas non plus tout mettre à la poubelle. Cette histoire-là, c'est un chiffon rouge. Et là, je sais pas sur quoi et vers quoi on est parti. Et quelle est votre hypothèse? Puisque ce sont pas des idiots, pourquoi ils font ça? Je pense qu'ils vont gagner la bataille de l'opinion. Mais il y a quelque chose qu'ils ne prennent pas en considération, c'est la détestation d'une grande partie de l'opinion à l'égard du président de la République et du gouvernement. Alors avant que Jean-Philippe Loustic vous passe à la question, quand même un mot. Cette détestation, on l'a vu, évidemment, en pleine lumière l'an dernier, au moment de l'émergence sur la scène publique des Gilets jaunes et leur relais, disons, médiatique. Est-ce que cette détestation, c'est un sentiment politique, un affect politique, ou est-ce que c'est un dérivé de cette vague de populisme qui balaie toutes les démocraties avec ce qu'on appelle l'illibéralisme? Oui, je pense que c'est un agréable, entre guillemets, mélange des deux. Il y a effectivement dans tous nos pays occidentaux aujourd'hui, et au-delà d'ailleurs, une montée de gens qui se sentent extrêmement frustrés. J'ouvre une parenthèse. Une montée de la défiance antipolitique, hein, oui, c'est-à-dire tous les hommes politiques seraient a priori des pourris et des méchants. Il y a quelque chose comme ça. Il y a indéniablement aussi le fait que la mondialisation a fait beaucoup de perdants. Il faut dire les choses comme elles sont, qu'on a un accroissement des inégalités qui est considérable. On a un coefficient de Gini qui a explosé. Aux États-Unis, on est revenu à des inégalités qui étaient celles d'avant la guerre de 14 ou du début de la guerre de 14. Bon, donc on peut tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Enfin, je veux dire que c'est quand même assez logique et parfois même assez légitime. Je suis en train de relire je viens de terminer un bouquin qui s'appelle Récidive 1938. Le Michael Fussell, voilà, un philosophe. Très intéressant. Très intéressant. Il n'y a jamais d'analogie complète et l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, mais quand même. Oui.
Mais quand même, il y a des choses extrêmement proches dans ce qui s'est passé dans cette immédiate avant-guerre et aujourd'hui. Bon. J'y pense parce que je viens de le terminer pour répondre à votre question. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose de l'ordre de... C'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de considération, de respect. Les gens ont le sentiment d'être méprisés. À tort ou à raison, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. J'essaye de comprendre ce que portent nos concitoyens. Une exaspération sur une forme de mépris. Et je pense que tout ça ressort beaucoup et apparaît aujourd'hui avec cette remontée des syndicats qui, quand même, en France, ne représente qu'une très petite partie. Oui, mais c'est toujours eux qui ont fait le jeu. Corinne Lepage, on est toujours avec vous. Un dribble de Jean-Philippe Loustic. Un dribble pour garder une terminologie un petit peu sportive. Mais ce rejet du politique, est-ce qu'aujourd'hui, il est dû aux personnalités de ces dirigeants politiques ou c'est un climat général qui fait qu'on ne croit plus en nos dirigeants, et ce depuis maintenant de nombreuses années? Bon, là aussi, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a une défiance généralisée, mais pas seulement à l'égard du politique. C'est à l'égard de tout ce qui est susceptible de contenir une parcelle de pouvoir. C'est à l'égard des journalistes, c'est à l'égard des médecins, c'est à l'égard des avocats, c'est à l'égard, en fait, de tout ce qui pourrait être considéré de près ou de loin comme participant d'une forme d'élitisme. Il y a une remise en cause. Sur le plan politique, ça s'accompagne quand même d'un certain nombre d'aspects factuels qui choquent les gens. Quand vous avez un grand dirigeant politique, François Bayrou en l'espèce, qui vous disent en France tous les politiques sont mis en examen, non, je suis désolé, tous les politiques ne sont pas mis en examen, et heureusement. On peut d'ailleurs citer deux hommes avec toutes les réserves politiques que certains de nos auditeurs peuvent faire à leur égard, mais deux hommes qui ont été président de la République, François Hollande et Emmanuel Macron, ils n'ont jamais subi de mise en examen. Il faut le dire. Voilà. Et ça, ils sont les premiers personnages de l'État. Voilà, et puis vous avez quand même... Alors, s'il y a une catégorie d'élus qui ont l'affect de nos concitoyens, c'est les maires. Les maires, oui. Parce que les gens ont le sentiment qu'ils s'occupent d'eux, qui sont là. Il y a une proximité. Il y a une proximité. Alors, il y en a qui se comportent comme des roitelets, il y en a qui sont pas... parfaitement clean, soyons tout à fait clairs, mais globalement, c'est les gens ont le sentiment qu'au moins ils font quelque chose pour eux, ils essayent d'être là. Mais peut-être il y a une autre dimension que vous avez d'ailleurs mentionné vous-même dans un livre que vous avez écrit à la fin des années 90. Main propre. Non. C'était Madame le ministre. On ne peut rien faire, Madame le ministre. Oui, c'est 98. J'ai voulu briller, j'aurais dû me taire. Non, mais il en a fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. J'en ai écrit plus de 30 des bouquins. Alors oui, j'en ai fait beaucoup. Donc, si je me souviens bien, dans ces livres-là, vous parlez de ces problèmes de sorte d'impuissance de politique. Donc, est-ce qu'on peut s'étonner que les citoyens ont une défiance vis-à-vis de la politique quand ils découvrent qu'on peut rien faire? Donc, certains disent que c'est l'Europe, d'autres disent que c'est le budget. Mais... Alors, quand j'ai dit on ne peut rien faire, Madame le ministre, je ne voulais pas dire que le ministre ne pouvait rien faire. Je voulais dire que décrire un mécanisme d'organisation de nos sociétés qui fait qu'a priori, quand vous voulez faire quelque chose, ce n'est jamais possible au départ. Jamais. Bon. Parce que ça coûte trop cher, parce qu'on l'a jamais fait, parce que le droit s'y oppose, parce que les lobbies vont pas être d'accord, parce que, etc. C'est jamais possible. Donc, toute réforme chez nous, toute évolution est extrêmement difficile. Parce qu'on part de cet a priori, et puis que nous avons quand même une structure technico-administrative très forte, très puissante, qui dirige quand même le pays, quelles que soient les politiques qui passent. Les gens de Bercy ou d'autres se fichent pas mal à la limite du ministre. Il n'y a qu'à écouter ce que disent les ministres successifs. J'ai vu une interview récente de Monsieur Eckert, pour pas le citer. Christian Eckert. Précédent ministre du Budget, sur la liste des fonctionnaires les mieux payés de Bercy, expliquant qu'il n'avait pas la liste, qu'on lui avait montré, mais qu'il n'avait pas le droit de la voir. Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Voilà. Alors, avant que Jean-Philippe Loustic reprenne la parole, parce qu'on a plein de questions à vous poser tous les trois. Corinne Lepage, parlons franchement. Au bout de 2 ans et demi, donc, Emmanuel Macron a commencé de réformer la France. Il dit, il faut la transformer. Je ne sais pas s'il la transforme en l'apaisant, mais en tout cas, il la transforme. Il veut la transformer.
quel bilan de mi-parcours dressez-vous personnellement de l'action du président de la République dans le domaine des réformes en général depuis 2 ans et demi? Est-ce que pour vous, le compte y est pour l'instant? D'abord, je pars de l'idée qu'on ne réforme pas un pays contre lui. C'est-à-dire que l'acceptabilité des réformes est un élément absolument essentiel. Vous pouvez être le type le plus génial que vous voulez, avoir les idées les meilleures de la Terre, si les gens auxquels vous vous adressez, dont vous allez changer la vie, ne l'acceptent pas, ça ne marchera pas. Alors, le Code du travail s'est passé, la SNCF s'est passé, c'est les 2 grandes réformes, à mon avis, qui ont été faites. Les retraites, si ça passe, ça va passer, à mon avis, très amputé. Si ça passe, je suis pas sûr que ça passera, mais enfin, si ça passe, ce sera très amputé. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cristallisation, je vais dire, moi, c'est ce qui me frappe le plus, de la violence, j'allais même dire d'une certaine forme de haine, que je ne connaissais pas dans notre pays. Est-ce que d'ailleurs le président de la République, de ce point de vue-là, n'est pas pénalisé par la raideur néo-jupéiste de son Premier ministre? C'est possible. C'est possible. Enfin, Jacques Chirac, lui, il avait la rondeur qu'il fallait pour se rendre compte, parce qu'il sentait le pays, que quand ça allait pas, ça allait pas. Et Alain Juppé a, je le rappelle quand même, mené une réforme des retraites qui avait été votée de manière très large à l'Assemblée nationale, qui était soutenue à l'époque par Madame Notat, la CFDT. Il a quand même été obligé d'abord de céder sur les régimes spéciaux qu'on avait retirés de la retraite, du système. Puis le président de la République, après la mobilisation, avait fini par dire on revient en arrière. Et puis il y a eu les ordonnances l'année suivante. Mais Jacques Chirac sentait le pays. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron le sente de la même manière. Jean-Philippe Loustic. Alors, Emmanuel Macron donc ne sentirait pas bien le pays. Est-ce que de vouloir passer en force ce système-là aujourd'hui de retraite, de révolutionner, de faire bouger les choses, est-ce que le timing est-il bien choisi? Il y a ces tensions, les gilets jaunes, on est maintenant à 52 semaines, les week-ends, la violence qu'il y a, ce mal-être-là, le pays qui est bloqué. Est-ce que le timing finalement, en voulant passer à ce moment-là des fêtes, on est à quelques jours de Noël et des grandes fêtes, n'est-ce pas justement le mauvais timing donc de ne pas sentir? Si vous voulez, revenons un tout petit peu en arrière. On nous dit c'est l'acte 2 du quinquennat. Oui. On a compris ce qui s'est passé, enfin si j'ai bien compris ce qu'on nous a dit, on a compris ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, le pays a besoin de plus d'empathie, de plus de compréhension, d'aller vers lui, donc l'acte 2 du quinquennat, ça va être ça. Et ça a été lancé, d'ailleurs on peut le dire historiquement, par la mise en scène de ce qu'on a appelé la démocratie délibérative, enfin c'est un mot un peu technique pour désigner ce moment très particulier où le président a mouillé la chemise, il est allé dans tous les villages de France rencontrer les citoyens, dans les mairies. Voilà. Ok, très bien. Et là-dessus, sans que l'affaire des Gilets jaunes soit terminée, cette réforme des retraites qui arrive, avec d'abord 2 ans de palabres dont on se demande à quoi ils ont servi, très franchement, une concertation qui n'est pas une négociation, et tout est dans les mots, parce que vous pouvez vous concerter, vous pouvez réunir des gens autour d'une table, moi je sais, toi tu sais pas, on se concerte et tu t'en vas. Voilà, on s'est concerté, non. Oui, enfin on s'est concerté, mais on n'a pas négocié. Et c'est ce que disent aujourd'hui les syndicats. Donc je pense que le moment est malvenu. Je termine juste que le gouvernement s'est dit, on va faire ça juste avant Noël, il va y avoir les fêtes de Noël, tout ça va passer, en janvier on sera tranquille. Je pense que c'est un très mauvais calcul. Alors c'est intéressant d'avoir un journaliste, le représentant de Causeur aussi ici. Causeur, c'est un pure player, mais c'est aussi un journal libéral. Enfin, en tout cas, qui proclame son libéralisme. Est-ce que vous pensez que Macron, il n'a pas les bons capteurs pour sentir le pays? C'est justement cette question que je voulais poser. En fait, je ne sais pas. Et là, on est au cœur de quelque chose qui est le mystique de pouvoir. Il y avait un film, il y a quelques années, sur les premières semaines au pouvoir de Winston Churchill. Les films montrent quelqu'un complètement coupé du monde. Il sait même pas faire cuire un œuf. Et c'est lui qui sent les pays mieux que ceux qui distribuent des tracts et qui font des porte-à-porte. Je ne sais pas comment il savait que l'Angleterre allait tenir. Les autres disent non, il faut négocier avec Hitler, on connaît les gens. Et lui, complètement déconnecté, il savait. Donc, Chirac a pris une décision en décembre 95. On ne sait pas ce qui serait passé s'il n'a pas pris cette décision. Il faut savoir aussi que lui, il était en rupture avec ce qu'il a promis à peine 8 mois avant.
Macron peut toujours dire, comme vous avez dit dans le livre de 98, pour un président de la République, c'est toujours impossible. Le peuple est toujours contre. Donc, comment on peut... C'est quoi le secret? Comment on peut sentir les pays? Évidemment, on ne parle pas des sondages et on parle pas des élections, parce que ça, c'est assez clair. Vous savez, j'ai jamais occupé des fonctions de président de la République ou de Premier ministre, donc je peux pas vous répondre. Vous êtes président de Cap 21. Oui, c'est un tout petit mouvement politique. Et quand vous étiez vous étiez ministre du gouvernement d'Alain Juppé, vous étiez une ministre très présente sur le terrain. Oui. Vous avez jamais été dans votre tour d'ivoire. Non, jamais, mais c'est pas dans mon tempérament. Et puis moi, je suis quelqu'un venu de la société civile qui savait qu'il était pendant 2 ans ministre et qui reviendrait à la société civile. Vous savez faire cuire un œuf et même d'autres plats, j'ai pu le mesurer. Voilà. Oui, mais j'ai un avantage, je suis une femme. Hein. Enfin, une femme qui peut-être aussi ça, la clé. Une femme qui sait pas faire cuire un œuf, c'est quand même assez peu fréquent. Ça peut arriver, mais c'est pas fréquent. Mais pour Jean-Philippe Loustic. Non, pardon, on a parlé dans le sens de ce que vous dites. Donc c'est toujours être en liaison avec ce qui se passe, avec la réalité du terrain. Oui. Et qu'il n'y ait pas cette distanciation très souvent. Et c'est pour ça qu'il y a cette coupure là. Aujourd'hui, on donnait l'exemple de Winston Churchill. Donc c'est vrai qu'il ne sait pas faire cuire un œuf. Et finalement, il a senti cela dans ce film là magnifique, là, les jours sombres. Les jours sombres. Voilà, qui était donc évoqué. Mais si la personnalité d'Emmanuel Macron est ce qu'elle est, et celle d'Édouard Philippe, est-ce qu'il n'y a pas autour d'eux, au sein donc des communicants, ils ne sont pas seuls, des personnes justement qui permettent d'aider, de mieux comprendre, de mieux saisir? Écoutez, j'en sais rien. Oui, ils ont sûrement plein de communicants, ça j'en suis sûr. Mais enfin, les jeunes équipes... Alors vous pensez que c'est tous des têtes d'œufs qui savent pas faire cuire d'œufs? J'en sais rien. Mais ce que je connais quand même, pour avoir fait la campagne d'Emmanuel Macron, je connais bien les jeunes qui l'entourent. Voilà, oui. Hein. Bon, c'est des jeunes gens extrêmement doués, mais tous formatés de la même manière. Bah, c'est l'énarchie. Sciences Po, ENA. Top. Voilà. Modèle top. C'est-à-dire modèle... Madame Sibeth. Elle, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais même elle a fait la remarque de la brioche avec sa voiture de fonction. C'est ça, c'est exactement ça. Je penserai à vous quand je serai dans ma voiture de fonction et que vous serez dans le métro. Enfin, c'est incroyable. Absolument hallucinant. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des espèces de grands calculs, mais je vais vous raconter quelque chose. En 95, au moment des grandes grèves, et ce que je veux dire est vraiment, d'une certaine manière, à la décharge d'Alain Juppé. Nous sommes convoqués à une réunion de cabinet à Matignon. Il y a tous les ministres qui sont autour de la table. Et mes collègues, ministres des Transports, de l'Équipement, de la Fonction publique, de l'Éducation nationale, etc., sont tous « je tiens mes troupes ». La grève avait commencé, c'était le début. Je tiens mes troupes, et donc je sais que dans 2 jours, c'est terminé, je tiens le truc. Bon. Moi, j'étais une bleue là-dedans. Hein. Donc, j'ai rien osé dire. Mais je sentais pas ça du tout. Et en rentrant au ministère, j'étais pas très fière de moi, parce que c'était une forme de lâcheté de rien avoir dit, quand même. Donc, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé le directeur de cabinet d'Alain Juppé, et je lui ai dit, écoutez, je voudrais que vous disiez au Premier ministre que je ne me suis pas exprimée tout à l'heure, mais je ne sens pas du tout les choses de la même manière. Et j'ai ajouté, il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup, vous vous souvenez peut-être pas, mais à l'époque, la télévision, et Carl Zero en particulier, avait lancé un truc qui s'appelait le Juppéton. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est-à-dire qu'Alain Juppé avait dit, s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, on verra. Et donc, ils avaient lancé le Juppéton qui montait tous les jours, et moi, je sentais très bien ça, en disant, on va se les faire, les 2 millions de gens. Parce qu'il y a cette espèce de forme de jeu, si vous voulez, malsain. C'est comme l'engagement de Hollande sur ce déficit. Voilà. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait passer ce message. Il se trouve que j'avais senti quelque chose que d'autres n'avaient pas forcément senti, alors que je n'avais pas la même expérience politique qu'eux. Alors, on reste un instant. Et après, Jean-Philippe Loustic et Guy Mikhaïli vont rebondir là-dessus. On reste un instant sur votre positionnement politique actuel. Vous êtes un peu en retrait, j'allais dire, de la politique active, tout en restant une personnalité politique très engagée, au travers de vos combats d'ailleurs d'avocate, aussi en matière d'environnement. On parlait à l'instant des pesanteurs de l'État administratif avec Jean-Philippe Loustic. Mais justement, est-ce que c'est pas un des maux de la France? Et je vais en prendre un exemple, alors tout à fait différent. On quitte les retraites. Vous êtes très engagé, vous êtes très en pointe, avec votre mari, Christian Huguelot, dans la lutte contre l'imposition
de quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui est sans doute révélateur. L'imposition par Enedis des nouveaux compteurs intelligents, les fameux smart meters. Expliquez-nous pourquoi, et expliquez-nous pourquoi l'État français, de votre point de vue, est en train de franchir une ligne rouge avec ces compteurs Linky. Alors, en fait, c'est un symbole très intéressant, l'histoire des compteurs Linky. Très franchement, je ne vous dirai pas que je pense que les compteurs Linky sont dangereux pour la santé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont cancérigènes. Hein. Oui. Je pense en revanche, parce que j'ai lu un certain nombre d'études quand même sur le sujet, que les gens qui sont électrosensibles, a priori, les gens qui sont hypersensibles, les gens qui sont diabétiques, et il y a une quatrième catégorie qui me revient pas à la tête immédiatement. Il y a des études qui montrent que plus vous absorbez d'ondes électromagnétiques et plus vous avez un problème qui s'accroît. Donc pour cela, je pense qu'il peut y avoir un effet. Il faut dire que c'est un compteur qui émet des ondes. Hein. C'est un compteur qui émet des ondes. Pour pouvoir lire les données. Bon. Justement, il faut émettre. Bon. Le problème est que... alors, 2 mots d'explication. Pourquoi on fait ces compteurs Alexis vient de dire que c'est des compteurs intelligents. C'est ce qu'ils devraient être, c'est pas forcément ce qu'ils sont. Je m'explique. Au départ, vous avez une législation communautaire qui dit qu'il faut que les Européens arrivent à réduire leur consommation énergétique. Pour réduire sa consommation énergétique, il faut savoir ce qu'on consomme. Si vous ne savez pas ce que vous consommez, vous réduirez jamais rien du tout. Donc, on va leur mettre des compteurs intelligents qui vont leur permettre de moduler leur consommation. Sauf que ces compteurs qui sont mis en place aujourd'hui sont des compteurs qui permettent à EDF, qui a des gros problèmes avec ce que l'on appelle les crêtes, décréter. C'est-à-dire de prévoir à l'avance, grâce aux données dont il dispose, quand il va y avoir des crêtes et d'essayer de compenser. Une crête, c'est un pic de consommation d'électricité. Oui, alors il faut savoir que comme nous avons, nous, un chauffage électrique en France que les autres Européens n'ont pas nécessairement, quand il fait froid, nous sommes 50% de la consommation de crête en Europe. Donc c'est énorme. Donc ça coûte très cher, ça veut dire que... Pardonnez-moi, donc vous voulez dire Jean-Philippe Loustic. On consomme 50% de la consommation européenne. Le surplus. Non, c'est le surplus. C'est le surplus. En fait, ce qui coûte dans l'électricité, c'est qui coûte. Guy Michaeli. Ce qui coûte, c'est les pics annuels. Même si ça dure 24 heures, il faut préparer pour y répondre. Et il faut acheter sur le marché à un moment où ça coûte très cher. Exactement. Bon, donc EDF dit, moi j'ai besoin d'écréter, donc les compteurs leur servent très bien. Mais Linky, par contre, Linky, c'est très bien alors. Pour EDF. Mais il y a moins de 2% des gens qui lisent la consommation parce qu'il faut un petit logiciel supplémentaire qui n'est pas prévu au départ. Bon, donc si vous voulez cet aspect compteur intelligent, on pourrait l'avoir, on l'a pas. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, la révolte des gens, elle est venue donc de la peur, parce qu'il y a des problèmes de santé publique. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui ne le sont pas ou moins, mais tout se mélange parce que les gens fantasment un peu autour de ces sujets. Ça c'est vrai. Pour certains, pour d'autres, pas du tout, parce qu'il y a une réalité. Mais par contre, l'État administratif français passe en force. Et ce que les gens n'ont pas supporté, c'est la manière dont ça s'est fait. Parce que c'est pas tellement Enedis, mais c'est ses sous-traitants. Les sous-traitants, ils sont payés à la com. Ils sont payés au compteur mis en place. Ils ont commencé par les petits vieux. Ils sont allés chez les gens, ils ont fait de l'entrée en force, ils leur ont dit, si on vous pose pas le compteur, vous aurez plus d'électricité, vous allez payer plus cher, vous êtes obligés, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne un certain nombre de décisions de justice, disant d'abord que le domicile des gens était quelque chose qui existait juridiquement et que quand vous fermez votre porte, on n'a pas le droit de vous l'ouvrir de force. Ça paraît une évidence, mais ça l'était pas. Bon, ben oui, mais. Bon. Deuxièmement, on a obtenu des décisions disant que pour les populations fragiles dont je parlais tout à l'heure, il fallait des filtres ou pas poser les compteurs. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont faites. Mais la violence avec laquelle les compteurs ont été posés a entraîné une révolte massive. Vous ajoutez à ça des incendies en nombre relativement important qui sont liés au fait que ce sont pas des compteurs, mais ce sont aussi des matériaux qui permettent... Sur le plan technique, on peut dire... ça chauffe un peu. Ça chauffe parce que ça envoie ce qu'on appelle du courant porteur en ligne, qui n'est pas un courant, on va dire, pur, qui est un courant mêlé d'ondes électromagnétiques. Donc, si vous posez pas ça sur une plaque isolante, vous avez des risques d'incendie. Donc, il y en a eu beaucoup parce que ça a été mal fichu. Ensuite, vous avez eu l'utilisation des données par Enedis des gens, même si elles sont anonymisées, qui sont vendues. Donc tout ça fait que les gens ont dit, vous vous foutez de nous. Mais vous êtes un peu punk, Corinne Lepage. C'est-à-dire que là, je cède la parole à Jean-Philippe Loustic, mais vous avez des combats
contre le nucléaire notamment, hein, l'installation des centrales, leur degré peut-être d'insécurité pour certaines, les plus anciennes, celles qui datent de 75-77, vous avez des combats qui vont directement contre l'État administratif français et ses tabous. Oui, tout à fait. Mais donc là, quand je vous écoute et que donc vous me parlez des compteurs-là, une nouvelle fois, j'ai le sentiment qu'il y a passage en force en permanence. Donc il y a ce manque d'écoute, de concertation et de voir comment on peut faire comprendre, comment on peut faire passer des messages importants pour notre avenir, ceux de nos enfants, nos petits-enfants, et c'est dans l'intérêt. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une violence, si vous voulez. Oui. Mais donc on la retrouve partout, c'est-à-dire qu'on parle de Gilets jaunes, on parle d'un compteur pour notre bien-être qui va être capital, on parle de la retraite aujourd'hui, et tout ça c'est un énorme... Les gens ont l'impression d'être en permanent mais c'est presque d'agression, voilà. Bon. C'est cela, et alors ça rejoint quelque chose qui me paraît important, mais je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, qui est qu'on vit quand même dans une société largement de déracinés. C'est-à-dire de gens qui n'ont plus leurs racines, à la fois familiales, parce que les familles se sont éparpillées, et religieuses ou historiques. Et donc, en fait, la dernière chose qui reste aux gens, c'est là où ils sont. Et toucher à là où ils sont, que ce soit les bruits de voisinage, que ce soit les compteurs Linky, que ce soit les pesticides à côté des maisons, que ce soit tout ce que vous voulez, ce n'est plus supportable. Alors, vous êtes, c'est vrai, au cœur de l'écologie contemporaine, de l'écologie politique. Vous en faites d'ailleurs votre métier, puisque la plupart des procès que vous engagez et que vous gagnez pour certains, c'est dans le domaine du droit de l'environnement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'avec cette espèce de cheval de bataille contre le nucléaire, contre l'État EDF, allez, vous alimentez peut-être sans le vouloir, mais tout un discours anti-technique, anti-science d'une partie de l'opinion? Bon, écoutez, non pas du tout, parce que la France est unique en son genre. On est le seul pays à être aussi nucléarisé, 70% de notre électricité. Le deuxième, il est à 35%. Parce que la plupart des autres pays européens, sauf l'Europe de l'Est, a abandonné le nucléaire. Et parce que il y a une raison majeure pour laquelle je pense que tout ça va s'arrêter, elle est financière. Elle n'est pas écologique, elle est financière. C'est que vous n'allez pas continuer à avoir une énergie qui coûte entre 10 et 12 centimes le kilowattheure quand vous en avez une autre qui coûte 3. Et en fait, c'est à ça qu'on arrive. Donc, au contraire, je pense qu'en défendant le point de vue du solaire à concentration ou photovoltaïque, de l'éolien en mer, de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie des mers, il y en a 7 énergies des mers. On a le 2e surface maritime du monde. On est dans la construction d'un développement scientifique. Et pour moi, le nucléaire, c'est le passé. C'est ce qu'on faisait au XXe siècle. C'est pas ce qu'on fait au XXIe. Vous allez me dire, la Chine en fait, à 3% de leur mix énergétique, pas à 70%. Voyez-vous ? Corinne Lepage, c'est passionnant. On est toujours avec Jean-Philippe Loustic et avec Gil Mikhaëli au micro de Radio J. On se retrouve juste après une courte page de publicité. Fait la semaine continue, on est toujours en compagnie de Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'écologie, présidente de CAP 21, écologiste atypique. Elle vient de dire, je suis pas d'accord avec les Verts, en off, je peux le révéler, mais on va continuer la discussion avec elle. À mes côtés, pour l'interroger, Jean-Philippe Loustic, directeur du bureau parisien de I24, et Gil Mikhaëli, directeur général du magazine Causeur et du magazine Conflit. Gil, c'est à vous. Oui, donc justement, si on peut revenir en arrière pour visiter la naissance d'une vocation, donc vous êtes lycéenne en 68, vous êtes lycéenne au lycée Molière, qui à l'époque... C'est bien travaillé, hein. Qui à l'époque, c'est un lycée des filles, c'est pas mixte encore. Non. Vous êtes en première ou en terminale ? Terminale. Il me bluffe, là. Comment ? Il a vachement bossé, hein. Mikhaëli me bluffe, là. Et racontez-nous votre mars, mai, juin 68. J'étais très 68arde. Oui. Très. J'ai pris, en fait... à l'époque, les jeunes auxquels j'appartenais, j'avais 16 ans, parce que j'ai passé mon bac à 17 ans et je suis de mai. Donc, vous voyez, j'avais juste 17 ans en mai 68. On était très mobilisés sur les questions du Vietnam. C'était un vrai combat des jeunes Français à ce moment-là, parce que, vous êtes jeune, vous voyez pas forcément les tenants et les aboutissants de tout, mais ce qu'on voyait au Vietnam nous paraissait, était effectivement abominable avec l'agent orange et tous ces machins-là.
Et donc, en fait, il faut comprendre que les comités d'action lycéens se sont constitués à partir des gens qui étaient opposés à la guerre au Vietnam. J'avais pas de carte politique à l'époque, aucune. De toute façon, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Et à la maison, on votait comment? Mon père était de droite. Mon père, j'avais perdu ma mère et mon père était de droite. Et mon grand-père encore beaucoup plus. Une famille juive. Famille juive. D'origine d'Europe centrale, en partie. Oui, enfin, française de très, 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 très longue date. Mes 4 grands-parents sont nés à Paris et mes 8 arrière-grands-parents sont nés en France. En effet. Ouais. Donc voilà. Mais ma famille maternelle était une famille juive, non pas orthodoxe, mais pratiquante. La famille de mon père, pas du tout. Juive totalement athée. Donc, je suis issue de ce mélange. Un peu bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, en 68, je prends la tête du comité d'action lycéen de Molière. Tout naturellement. Quand même, il y avait quelques anciens élèves illustres. Voilà. Dans le combat féministe. Voilà. Et j'avais Françoise Giraud, je pense. Et j'avais un prof de français latin-grec qui était une femme exceptionnelle, qui s'appelait Mademoiselle Lajoigny, qui était très engagée à gauche, mais alors elle n'a jamais eu la moindre volonté d'influence sur ses élèves. Elle avait une déontologie absolument parfaite. Et nous sommes partis, il n'y avait pas de métro non plus à ce moment-là. Nous voilà partis pour porter mon vote de Molière sur la grève à la Sorbonne, un lundi, à 2h de l'après-midi. Molière à la Sorbonne, à pied, quand même un petit moment. Et quand j'arrive, je peux pas rentrer. Et je repars. Et le soir, j'apprends que j'avais voté. Donc, j'étais naïve, mais il y avait des limites. Et donc, je dirais, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, quelque part, il y a un truc qui marchait pas et qu'on était instrumentalisé. Et donc, j'ai réfléchi, elle m'a aidé à réfléchir et voilà. Mais ce qui m'est resté, peut-être, de ce moment-là, c'est le sentiment qu'en définitive, dans la vie, dire dès le départ que quelque chose est impossible, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est possible de voter sans être présent. Ça, c'est possible de voter sans être présent. Non, mais je veux dire par là le sentiment que les jeunes ont eu de pouvoir transformer les choses. C'était impossible, mais ils l'ont fait comme le. Voilà. Jean-Philippe Lustig. La fameuse phrase célèbre, voilà. Vous avez fait les 400 coups aussi. Hein. Quel regard vous portez justement sur ce volontarisme de Corinne Lepage? Est-ce que c'est cette culture-là, au fond, qui est... Je trouve ça d'abord très courageux. Ouais. Je trouve, dans ce contexte, aujourd'hui, où on est dans le politiquement correct, où finalement, on voit très peu de prises de position fermes et on assume ces prises de position. Voilà. Et sans être dans la violence, sans être dans l'excès. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de juste milieu. Finalement. Aujourd'hui, on est violent, très bien, et on prend des positions radicales, et puis sinon, on essaie d'arrondir les angles, on va dire de façon familière un béni oui, on n'arrive pas long. Là, je trouve que c'est exemplaire, et je vous écoute avec beaucoup de passion. J'aimerais savoir si, par rapport à votre parcours, donc atypique, vous êtes donc ministre de l'Environnement pendant 2 ans, vous êtes avocate, vous êtes sensible à ce qu'on appelle l'écologie et l'environnement aujourd'hui plus que jamais. Est-ce qu'il y a une jeune Suédoise de 16 ans à qui on vient de remettre le prix de la grande personnalité du magazine Time et qui est récompensée par de multiples prix internationaux depuis le début de l'année, donc Greta Thunberg, cette Suédoise de 16 ans, est-ce qu'elle est, je dirais pas le mot légitime, est-ce qu'elle vous surprend? Est-ce que cette prise de parole d'une jeune de 16 ans, est-ce que vous vous reconnaissez en elle quelque part? Ou alors vous trouvez ça excessif? Je n'étais pas capable de faire ça, hein. Donc je reconnais mes limites. Bon, d'abord, moi, je vais vous dire, j'ai été très choquée par des attaques que j'ai trouvées franchement dégueulasses, en dessous de la ceinture, sur le fait qu'elle était autiste, ou sur le fait qu'elle n'était pas jolie, ou sur le fait de ceci ou de cela. Je trouve ça abject, dégueulasse. J'emploie un mot grossier, mais pour moi, c'est ça. Bon. Ensuite, je comprends qu'elle dérange. Je comprends qu'elle dérange parce que cette fille a fait en 6 mois ce que personne n'avait été capable de faire. Il faut dire les choses comme elles sont. Ni Monsieur Schwarzenegger, ni Monsieur Al Gore, ni qui vous voudrez. Pamela Anderson. Non, mais personne, personne. Alors, que derrière ça, il y ait des parents qui instrumentalisent, qu'il y ait des choses qui sont pas forcément toutes vertueuses. Oui, peut-être, sans doute. Mais je dirais que, pour moi, au stade où on en est de la gravité de la situation climatique,
Ça m'est égal. Ce que je trouve formidable, c'est mais cet élan qu'elle a créé. En un mot commençant, pour prolonger la question de Jean-Philippe Poustig avant la pause publicitaire. Moi, j'ai été frappé au moment de... Je n'ai pas une passion folle pour Greta Thunberg, mais j'ai été frappé par le fait que la droite française, tout ce qui gravite, on va dire, autour de Nicolas Sarkozy, du MEDEF, etc., a été d'une cruauté à l'égard de cette jeune femme. Souvent, d'ailleurs, le mot autiste revenait comme une forme de délégitimation psychiatrique. Comment vous l'expliquez ? Vous pensez que c'est parce que ça les gêne d'avoir l'émergence d'une icône planétaire de la prise de conscience de l'urgence écologique ? Oui. Ils en veulent pas parce que ça, au fond, ça contrarie leurs intérêts bien compris ? Je pense qu'il y a ça. En plus, elle est jeune et en plus, elle est femme. Donc, ça fait quand même beaucoup de handicap. Alors, ce qui m'a dérangé, Guy Michaëli. je parle pour causeur, ce qui nous a dérangé collectivement, c'est le fait de voir une jeune qui est loin d'entrer dans la vie active, qui fait la morale à des adultes avec « vous avez rien fait, vous êtes nuls », c'est comme si laissez-moi gérer et il y aura plus de problème. Elle a jamais travaillé, elle a jamais mis de la nourriture sur la table, elle a jamais payé un loyer, elle a jamais cherché de travail. Le monde est compliqué à changer et elle fait croire que c'est à cause de la corruption, de l'inertie et du fait qu'on a 40 ans. Puisqu'on a 40 ans, on peut rien faire et il faut faire quand on a 16 ans. C'est ça qui nous a dérangés. Je comprends. Alors, je vais essayer de vous répondre là-dessus. Pour moi, il y a une phrase qu'elle a dite, cette petite, qui m'a vraiment marquée. Elle a dit « À quoi ça sert que j'aille à l'école si j'ai pas d'avenir ?» J'appartiens à une génération, j'ai donné mon âge, puisque j'avais 17 ans en 68, donc c'est facile de voir l'âge que j'ai, dont j'estime que nous avons été les enfants gâtés de l'histoire. Nous avons tout eu. Nous sommes nés après la guerre. Je n'ai pas connu de guerre. J'ai plus de 60 ans et j'ai pas connu de guerre. J'ai connu la liberté dans les années 70. Il n'y avait pas de problème de chômage. Il n'y avait pas de sida. Il n'y avait pas tout ça. On a fait notre vie. Ma génération a fait sa vie comme elle l'a voulu, avec une débauche de consommation absolument incroyable et une insouciance totale. Ça fait 25 ans qu'on sait qu'on a ce problème sur la table. Ça fait 25 ans qu'on ne fait rien. Mais est-ce qu'on fait rien ? Non, on fait rien. On fait rien. On fait des petites choses. Mais c'est rien. Vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter de manière massive. Vous allez me dire, c'est pas nous, c'est les Chinois, ou c'est les Indiens, ou c'est les Brésiliens. C'est possible. On est tous co-responsables de cette histoire-là. Mais maintenant, faut faire. Merci beaucoup, Corinne Lepage. On se retrouve après une courte page de publicité. On refait la semaine continue en compagnie de Corinne Lepage. On est toujours bien sûr avec Guy Michaëli de Causeur, Jean-Philippe Poustig de I24. Et on part pour Washington. C'est le Washington Live de Benjamin Haddad. Benjamin, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Donc, comment ça se présente dans l'opinion américaine vis-à-vis d'abord de la réélection de Johnson et de cette perspective du Brexit ? Est-ce qu'au fond, les Américains se frottent pas les mains en ce moment ? Alors, ça dépend des Américains, bien entendu. Ce qui est très intéressant quand on regarde ces élections et ce résultat depuis Washington, c'est qu'évidemment, comme beaucoup de choses à Washington, elles sont vues au travers de la politique intérieure américaine, notamment de la question de l'élection de 2020. Rappelez-vous qu'on fait souvent la comparaison non seulement entre Donald Trump et Boris Johnson, deux personnalités un peu trublionnes, outsiders, qui d'ailleurs même se ressemblent un petit peu physiquement, de populistes, mais aussi entre le mouvement du Brexit, le mouvement populiste de 2007, l'élection pour l'indépendance de la Grande-Bretagne, et l'élection de Donald Trump. Donald Trump lui-même avait été le premier à faire cette comparaison en soutenant le Brexit et en s'affublant du surnom Monsieur Brexit pendant l'élection de 2016. Alors, est-ce que ça veut dire que la confirmation du Brexit avec cette élection britannique et la réélection dans un raz-de-marée de Boris Johnson renforce les chances de Donald Trump? Évidemment, c'est difficile de le dire. Un autre élément qui est très intéressant, c'est ce qui est arrivé à Monsieur Corbyn. Et ça, on a beaucoup vu de réactions dans les réseaux sociaux américains le soir. Alors, faut le dire, Benjamin, dans les milieux juifs britanniques,
mais aussi français, bien sûr, et évidemment américains, on se réjouit. C'est-à-dire Corbyn a surfé sur l'antisionisme radical. Ça y est, il est complètement dans les corners, et ça veut dire au fond que cette ligne-là, populiste de gauche, n'a pas gagné. Alors, cette ligne populiste de gauche a été largement désavouée par la population britannique. Rappelez-vous, avec énormément de scandales, non seulement sur l'antisionisme, mais clairement sur l'antisémitisme d'une partie des dirigeants du Labour autour de Jeremy Corbyn, que Corbyn a toujours refusé de dénoncer, de combattre. On a vu beaucoup de personnalités éminentes comme J.K. Rowling, comme John Le Carré en Grande-Bretagne dénoncer l'antisémitisme au sein du Labour et dire je ne peux pas voter aujourd'hui pour le Parti travailliste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi émerger au sein du Parti démocrate, avec des personnalités comme la députée du Michigan, Ilhan Omar, par exemple, une forme d'antisionisme radical au sein de la gauche dure du Parti démocrate américain. Alors, est-ce que ça veut dire que ce désaveu de Jeremy Corbyn signale aux démocrates américains qu'il faut choisir plutôt un centriste de l'establishment, comme Joe Biden, qui rassurera les indépendants et qui sera mieux à même de battre Donald Trump, et donc se détourner de personnalités plus populistes, plus à gauche, comme Elizabeth Warren et surtout comme Bernie Sanders. C'est votre espoir, Benjamin. Alors, je pense que la comparaison est un peu limitée. C'est-à-dire qu'on voit tout de même, effectivement, ce mouvement populiste de gauche, c'est une partie de la jeunesse du Parti démocrate, mais pour l'instant, je serais plus prudent dans la comparaison entre les candidats. Corbyn a toujours été un radical, il soutenait le Hamas, le Hezbollah, on l'a vu s'exprimer dans les médias iraniens. On ne voit pas ça encore aujourd'hui chez des personnalités comme Elizabeth Warren, ou même comme à Bernie Sanders, qui pourtant est très critique d'Israël. Mais les démocrates vont devoir être prudents. C'est aussi un avertissement pour eux. Il faut faire le ménage et ne pas se laisser tirer vers la gauche, notamment sur ces questions d'identité et sur la question d'Israël, par cette partie plus activiste et radicale du Parti démocrate. On a vu d'ailleurs Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui est plutôt une centriste, qui représente vraiment l'establishment du Parti démocrate, qui a vraiment essayé de dénoncer les dérives d'Omar et de quelques personnalités autour d'elle, comme Rachida Tlaib, pour maintenir une forme de respectabilité quand même dans le discours des démocrates. Benjamin, merci beaucoup pour cette analyse express. On fera un peu plus loin la semaine prochaine. Je dois rendre l'antenne. On retourne à Paris. Corinne Lepage, vous avez entendu donc l'analyse de Benjamin Haddad en direct de l'Atlantic Council. Vous vous réjouissez, vous aussi, de cette mise au rencard de Corbyn? Je vais vous dire, moi je suis une européenne convaincue, donc je suis pas ravie de voir que les Brexiteurs ont gagné, mais bon, je suis démocrate et Vox Populi, Vox Dei. Pour le reste, oui, c'est une bonne nouvelle. On refait la semaine, se termine. Merci, un grand merci à Jean-Philippe Loustic de I24. C'était sa première à Radio J. Il reviendra. Grand merci à l'ami Javer Gil Michaeli. Et bien sûr, merci à vous, Corinne. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à tous.